Bienvenue dans Entre deux séances, le podcast d'Orthosereine qu'on écoute entre deux consultations ou quand on a juste envie de souffler. Je m'appelle Élise, je suis orthophoniste en libéral et ici je te partage mes réflexions, mes projets et mes prises de recul autour de notre pratique de soignant libéral, de l'argent et de l'organisation. Ce podcast est l'espace parfait pour réfléchir ensemble et questionner nos pratiques pour se sentir un peu moins seul. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Entre deux séances. Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche 15 février pour faire le point sur cette semaine numéro 7 de 2026. Je vous le rappelle, ce podcast est sans montage, sans coupage, pas de bullshit, que de l'authentique. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour ce 5e épisode. Comme d'habitude, on va commencer par refaire un peu le tour sur ma semaine numéro 7. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles leçons je tire de ce qui a pu se passer cette semaine? Ensuite, on va aborder quelques sujets de la semaine pour aujourd'hui. Et du coup, je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de mettre une boîte à questions pour vos questions, pour répondre à vos questions. J'ai complètement zappé, ça m'est complètement sorti de la tête. Donc, on va voir si je retrouve certaines questions dans mes messages Insta qui pourraient être intéressantes et auxquelles je pourrais répondre. Mais il y a quand même pas mal de sujets que j'aimerais aborder aujourd'hui. Donc, on va voir combien de temps ça dure. Si jamais le podcast est un peu court, j'irai chercher quelques questions dans mes DM et je reviendrai vous faire un petit peu des questions-réponses. Voilà, donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour ma part, j'ai eu un regain de motivation pour la création de contenu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai posté pas mal de trucs cette semaine. J'avais dit que je prenais un peu plus de recul avec Orthosereine et en fait, moi, mon problème, c'est que une semaine c'est blanc, une semaine c'est noir, l'autre semaine d'après c'est jaune, après c'est rouge. Quand je dis quelque chose, souvent la semaine d'après je fais le contraire et c'est un petit peu perturbant pour ceux qui vivent pas forcément au quotidien avec moi parce que ça change hyper vite. Ça change vraiment hyper vite. Faut suivre quoi. Donc je me souviens que la semaine dernière dans le podcast, je vous disais que je voulais me consacrer un petit peu plus au cabinet, être un peu plus présente pour mes patients, que j'avais eu tendance à délaisser au profit d'Orthosereine. Et en fait, je pense que c'est très en lien aussi avec mon cycle hormonal parce que l'air de rien, je reste une femme et je pense que beaucoup des gens qui me suivent ou même des auditeurs, auditrices sont des femmes et donc vous vous rendez bien compte que le cycle hormonal change complètement votre façon de voir les choses, votre façon de gérer les choses, d'anticiper, enfin voilà. Et donc, à mon avis, il y a eu le visiotram de langage oral pour lequel je me suis mis une grosse pression et qui m'a mise dans une énorme phase de down. Mais là, depuis, j'ai complètement rebondi. Ça se passe super bien au cabinet. J'ai repris quelques nouveaux patients très tranquillement. Je n'ai pas pris énormément. D'habitude, je fais beaucoup plus de bilans. Là, vraiment, j'ai un rythme beaucoup plus calme au cabinet. Je mets moins la pression à prendre des nouveaux patients. Je fais beaucoup de choses sur les temps de séance pour essayer de réduire au maximum mon temps hors cabinet. Voilà. Et cette semaine, du coup, j'ai eu un regain d'inspiration pour faire de la création de contenu pour Orthosereine. En fait, je suis tombée sur un compte, même je suis tombée sur plusieurs comptes sur Instagram qui partagent des inspirations. Et du coup, je me suis dit, vas-y, c'est clé en main, là, j'ai qu'à faire du contenu et on verra si ça marche. Et j'ai une vidéo qui a énormément performé lundi. Donc vous avez dû l'avoir passé, c'est une vidéo avec en audio, c'est un téléphone qui vibre. Et la description, c'était quelque chose comme t'es orthophoniste, les évaluations nationales sont terminées, c'est ton 36e appel de la journée pour un bilan entre guillemets urgent. Alors je sais pas si vous, en ce moment, c'est la même chose, mais depuis mi-janvier, fin janvier, là, nous, au cabinet, on se fait harceler d'appels, mais vraiment, c'est très périodique, à chaque fois. En janvier, on se fait harceler. En septembre, octobre, on se fait harceler. C'est toujours la même chose. Et par contre, l'été, c'est très calme. C'est une période où on arrive à peu près à faire baisser la liste d'attente parce qu'on fait beaucoup de bilans avec les absents, etc. Et souvent, il y en a qui n'ont pas forcément besoin ou qui peuvent pas, etc. Donc, c'est à ces moments-là qu'on arrive à écrémer la liste d'attente. Mais on la re-remplit en septembre et on la re-sur-remplit en janvier. Donc là, c'est vrai que j'ai fait un réel là-dessus parce que c'était quelque chose qu'on vivait vraiment là en ce moment avec ma collègue au cabinet. On se fait harceler d'appels et la plupart des gens
quand je les ai au bout du fil ou quand ils me laissent un message, c'est la maîtresse nous a dit que les évaluations nationales ne sont pas bien passées. Et puis en plus, je crois qu'il y a les bulletins semestriels qui sont sortis. Moi, j'ai pas mal de patients qui m'ont ramené leurs bulletins. Et donc, la maîtresse a dit qu'il fallait qu'on fasse un bilan parce que les résultats sont pas bons, machin. Et là, nous, notre liste d'attente, elle a jamais été aussi fournie. Enfin, on tournait, depuis que je m'étais installée, on tournait à une 50aine de candidatures. Et là, je vais vous dire ça, on a 76 candidatures et là, on a encore 3 demandes en attente qu'on n'a même pas validées. Donc c'est là en ce moment, c'est vraiment, on est à presque 80 candidatures. C'est du jamais vu. Franchement, c'est du jamais vu. Après, moi, quand je suis arrivée, du coup, j'avais toute une patientèle à faire. Donc, j'ai appelé pas mal de gens sur la liste d'attente. Mais on avait quand même réussi à stabiliser sur un an à 50. On était monté à 60. Mais on stabilisait vraiment entre 50 et 60. Là, depuis, je vais dire septembre, non, même pas. Depuis octobre-novembre, là, on n'arrête pas d'accueillir des gens sur la liste d'attente. Ça n'arrête pas. C'est limite frustrant parce qu'on se dit purée, cette liste d'attente elle fait qu'augmenter et on n'arrive pas à écrémer. Et d'ailleurs ça va faire partie des sujets de la semaine dont on parlera tout à l'heure. On va essayer de décortiquer un petit peu ce problème de liste d'attente, pourquoi elles sont si longues et pourquoi on n'arrive pas à les écrémer. Et au-delà de ça aussi le problème un peu systémique parce que dans ma vidéo là qui a beaucoup fait réagir, je crois qu'elle a tapé les 1 200 000 vues. Donc c'est du jamais fait pour moi. Ça m'a limite pas effrayée, mais je me suis dit oula, dis donc c'est pas mal quoi. Et en fait dans les commentaires, il y a énormément de parents qui témoignent de leurs expériences pour trouver une orthophoniste et il y a même des parents qui disent moi j'ai hésité carrément à me former et à devenir orthophoniste tellement j'en avais marre d'attendre quoi. Enfin, c'est interminable. Il y a des gens qui disent sur les listes d'attente que ça fait 5 ans qu'ils sont sur les listes d'attente et qu'on les a jamais rappelés. On les a jamais rappelés. 5 ans, je trouve ça vraiment abusé. 1 an ou 2, je trouve ça terrible. Terrible. Mais je sais que ce sont les délais classiques. Pour moi, 5 ans sans que personne vous rappelle, c'est pas normal. C'est que vous étiez pas inscrit sur la liste d'attente ou que l'orthophoniste a déménagé et que votre demande, elle était plus, elle était plus nulle part, quoi. Enfin, pour moi, 5 ans, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, c'est vrai qu'on recommande, même nous, hein, au cabinet, on recommande toujours aux patients de s'inscrire sur plusieurs listes, pas que sur la nôtre, parce qu'on sait pas, on sait pas ce que ça peut devenir. Peut-être qu'on déménagera, peut-être qu'on changera de cabinet. Il y aura un problème pour récupérer la liste d'attente. Enfin, on sait pas. Les patients pourront peut-être pas nous suivre si on change de patelin. Enfin, donc c'est pour ça qu'on conseille toujours, nous, aux patients de s'inscrire sur plusieurs listes d'attente pour être sûr que quelqu'un les rappelle au bout du compte parce que on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Et donc je pense qu'il y a certains parents peut-être, et je leur jette pas la pierre parce que ils ont le droit de le faire et on devrait les rappeler, mais je pense qu'il y a certains parents qui n'appellent qu'un seul cabinet, ils ne s'inscrivent que sur celui-là et malheureusement leur candidature est perdue ou enfin c'est des choses qui ne devraient pas arriver, mais ce sont malheureusement des choses qui arrivent. Les parents ne sont jamais rappelés parce qu'ils ont mis qu'une seule candidature, donc ils n'ont pas multiplié leurs chances d'être rappelés. Donc nous, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qu'on conseille, à chaque fois, on fonctionne comme ça. Dans le message automatique qu'on envoie aux patients qui veulent s'inscrire sur la liste d'attente, c'est toujours noté qu'il y a d'autres orthophonistes sur la commune et que la liste d'attente n'est pas mutualisée avec la nôtre et qu'il faut s'inscrire même dans les patelins aux alentours. Voilà. Et après, nous aussi, il y a une jeune ortho qui s'est installée il y a pas longtemps dans le secteur, qui a pris cette initiative de créer un tableau avec tous les noms des orthos du secteur et avec les différents domaines de prise en charge. Et chacune, donc c'est un tableau partagé sur Drive, chacune peut mettre ses domaines de prédilection. Donc par exemple, moi j'aime beaucoup la voix, je fais pas mal de langage écrit, langage oral, je prends un petit peu de TSA non verbal. Donc j'ai pu mettre un petit peu mes domaines de prédilection. J'ai pu noter par exemple que je ne prends pas du tout de cognition mathématique. Et donc comme ça, moi par exemple, je prends pas énormément d'OMF non plus, c'est pas trop mon truc. Quand j'ai des demandes pour de l'OMF et que je sais que ma collègue ne peut pas prendre, je vais sur le tableau et je les renvoie vers les orthophonistes qui sont susceptibles de prendre parce que ce sont leurs domaines de prédilection. Et ça, je trouve que c'est une superbe initiative. Il y a beaucoup d'orthophonistes qui voient ça d'un très mauvais œil et j'ai jamais compris pourquoi. Je pense qu'il y a des orthophonistes qui sont contre la spécification, enfin,
la spécialisation, pardon, contre la spécialisation et qui prône l'orthophonie généraliste. Alors ça s'entend, moi pour le coup je suis pas contre l'orthophonie généraliste, mais pour moi la spécialisation, c'est quand même pas une mauvaise idée. C'est pas du tout une fausse bonne idée, bien au contraire, parce qu'une orthophoniste très bien formée dans son domaine, ça veut pas dire qu'elle fera mieux que quelqu'un d'autre, mais elle sera peut-être plus précise, et puis elle s'épanouira dans son travail, parce que l'air de rien, il y a 10 000 façons d'exercer l'orthophonie. Enfin, pour moi, il y a autant de façons d'exercer de l'orthophonie qu'il y a d'orthophonistes. Je veux dire, on a beau avoir les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes, je sais pas, les mêmes perspectives, on n'exercera jamais l'orthophonie de la même manière, toi et moi, ou ma collègue et moi. Pourtant, ma collègue et moi, on se retrouve vraiment sur beaucoup, beaucoup de choses. On est très copines. Donc, moi, je suis arrivée au cabinet, je la connaissais pas, hein, je l'ai remplacée pour son congé mat. Et de fil en aiguille, on est devenues amies. C'est une vraie amie maintenant. On est très similaires. On a la même façon de penser, on a les mêmes valeurs, etc. On a la même façon de penser l'orthophonie. Pour autant, on n'exerce pas de la même façon. C'est, je veux dire, ça, personne peut nous dire le contraire. C'est pas parce que vous êtes très très similaire à quelqu'un que vous exercerez au travail de la même manière. Et je trouve que c'est ça qui fait la richesse aussi de notre métier. C'est que, par exemple, elle avait un patient avec qui ça matchait pas. Finalement, moi, je l'ai récupéré. Ça match. Bon, il y a d'autres choses qui font que c'est pas parce que c'est pas parce que c'est avec elle que ça matchait pas. Le gamin entre deux a eu un traitement et grâce au traitement, ça va mieux. Mais il y a la possibilité de se tourner vers un collègue et de dire, écoute, avec moi, ça matche pas. Parce qu'il y a aussi ce lien thérapeutique. Ce lien thérapeutique qui fait qu'avec une ortho, tu peux faire la même chose, mais le lien humain ne passe pas. Et donc, parfois, on s'échange, entre guillemets, des patients. Avec elle, ça passe mieux qu'avec moi, et avec moi, ça passe mieux qu'avec elle, avec certains patients. Et je trouve ça super riche. Bon, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais je parlais du post que j'avais fait et qui avait super bien fonctionné. Mais de toute façon, on va vraiment dans la partie des sujets de la semaine revenir sur cette problématique de liste d'attente et sur cette problématique systémique dont je vous parlais. C'est de ça que j'étais partie parce que les parents sur ma vidéo se plaignaient énormément du manque d'orthophonistes et du désert médical des orthos. Lundi, je suis rentrée assez tôt parce que j'ai eu un absent et j'ai enfin pu me poser sur le rachat de mes chèques CESU parce que j'avais toujours pas pu payer mon aide ménagère pour janvier et on était le 9 février, donc ça commençait vraiment à urger. Je vous en ai parlé dans un précédent podcast, j'arrivais pas à racheter mes chèques CESU pour cette année. Je remplissais un formulaire en ligne pour qu'il me rappelle parce que c'est de cette façon que j'ai procédé l'année dernière. Et il ne me rappelait pas. Et franchement, je pense que j'ai rempli ce formulaire au moins 5-6 fois et personne ne m'a rappelé. Alors que l'année dernière, quand je l'avais fait, j'ai rempli le formulaire, limite 10 minutes après, j'avais quelqu'un au bout du fil. Donc je trouvais ça vraiment étrange. Et en fait, quand vous achetez des CESU avec votre cabinet, comment je vais expliquer ça? En fait, les CESU, par définition, c'est l'employeur qui les achète et il les fournit à ses employés. Plutôt que de leur faire en fait une augmentation de salaire, il va leur fournir des chèques CESU pour qu'ils puissent embaucher des gens à la maison. Donc par exemple avoir une aide aux devoirs. Oh pardon, j'ai tapé sur le micro. Avoir une aide aux devoirs, avoir un jardinier, avoir une aide ménagère, peut-être aussi parfois payer la garde des enfants. Donc en fait c'est l'employeur qui achète les chèques CESU et qui les fournit à ses employés. Mais bon là vous comprenez un petit peu le glitch, c'est que quand nous, on est orthophoniste, on est l'employeur, mais aussi l'employé. On est les deux. Donc, il y a une seule personne pour les deux, sauf que nous, on doit avoir deux comptes clients séparés. Un compte employeur et un compte employé. Un compte employeur pour acheter les chèques CESU et les redistribuer à l'employé. Et un compte employé sur lequel on bénéficie des chèques CESU et on peut les utiliser, où notre solde est chargé. Et donc, moi, j'avais pas omis cette information, je l'avais pas omise, je l'avais pas omise, mais je ne pouvais plus me connecter à mon espace employeur et pas moyen de retrouver le lien vers l'espace employeur. Moi, du coup, toute l'année, j'avais utilisé mon espace employé pour payer mon aide ménagère et pour utiliser mes chèques CESU. Mais en fait, comme tu achètes tes chèques CESU une fois par an, t'oublies qu'il faut aller sur l'espace employeur, blablabla. Et impossible de trouver le numéro du service client côté employeur. Je n'avais que le numéro du service client côté employé. Donc, j'ai fini par les appeler en leur disant, écoutez, je suis désolée, je sais que je suis pas au bon service, mais moi, j'ai besoin d'appeler le service client côté employeur parce que je n'arrive pas à racheter des tickets CESU. Je n'ai que votre numéro, donc est-ce que vous pouvez me transférer, s'il vous plaît?
Le monsieur a été très sympa. Il m'a transférée. Et au bout de 3-4 transferts, j'arrive au bon service. Et donc, je dis à la dame, écoutez, ça fait 3-4 fois qu'on me transfère. Est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai besoin de racheter des chèques CESU. Elle m'a dit, oui, c'est moi. Par contre, attention, vous me dites que vous avez été transféré 3-4 fois. Je vais noter votre numéro parce que ça risque de couper. Vous avez été beaucoup transféré. Enfin, je sais pas trop ce qu'elle m'a raconté, mais bref. Et donc, je lui donne mon numéro et pas loupé. 2-3 minutes après, ça coupe. Et donc, je me dis, oh non, purée de patates. J'ai tellement galéré à avoir quelqu'un. J'espère qu'elle va me rappeler. Bon, elle m'a rappelé dans l'immédiat, je vous mets pas plus de suspense que ça. Elle m'a rappelé dans l'immédiat et elle m'a vraiment bien guidée pour me reconnecter sur mon espace employeur pour que je rachète mes CESU. Donc ça y est, c'est chose faite. J'ai enfin pu racheter mes CESU et j'ai enfin pu payer mon aide ménagère. Heureusement qu'elle est très, très gentille et qu'elle comprenait parce que franchement, à chaque fois, je lui disais, je suis vraiment désolée, j'ai terriblement envie de vous payer, mais je peux pas, j'arrive pas à avoir mes chèques CESU. Et donc, lundi soir, je me suis vraiment mise sur le dossier. Ça m'a pris, je pense, 1 heure pour avoir le bon interlocuteur. Mais ça y est, et j'ai payé mon aide ménagère dans la foulée. C'est chose faite, donc je suis super contente. Et j'ai mes chèques CESU pour toute l'année. Et l'année prochaine, quand j'aurai besoin de les racheter, normalement, ça devrait aller. J'ai retenu la procédure. Je me souviens qu'il faut aller sur l'espace employeur. J'ai retenu, je pense même que j'ai mis le lien en favori. Comme ça, je suis sûre que l'année prochaine, je vais pouvoir le retrouver facilement. Voilà, donc ça, c'était juste pour ma journée du lundi. Ça fait déjà 16 minutes que je parle. C'est pas grave. Mardi, alors oui, lundi soir, je suis allée à la salsa. Ça allait, comme d'habitude. Par contre, je suis rentrée et j'ai eu un gros mal de tête. Ce qui m'arrive fréquemment, mais là, c'est vrai que c'était assez costaud, le mal de tête que j'ai eu lundi soir. Et donc, je me suis dit, bon, ça va, en vrai, je vais aller me coucher. Demain matin, ça ira mieux. Et en fait, mardi matin, je me suis levée avec une boîte de nuit dans la boîte crânienne. J'avais l'impression que mon cerveau allait littéralement exploser. Donc, je me suis réveillée à 7h, 7h30. Et je me suis dit, mon Dieu, mais le mardi matin, je vais en domicile. Je me suis dit, je peux pas. Je vais pas y arriver. Donc, je suis allée prendre un ibuprofène. J'ai annulé ma première patiente. J'ai envoyé un message à son mari en disant, écoutez, je suis désolée, j'ai fait une énorme migraine là hier soir. Je pensais que ça allait passer cette nuit, mais ce matin, c'est encore pire. Je viens de prendre un cachet, mais je serai incapable de prendre la route d'ici une demi-heure. Il faut que je dorme. Parce que du coup, mon sommeil n'a pas été très réparateur. J'ai beaucoup dormi, mais comme j'ai eu mal à la tête toute la nuit, je pense que mon sommeil a vraiment été de piètre qualité. Donc j'ai pris un cachet, je suis repartie me coucher et j'ai remis un réveil à 10h en me disant, allez, je mets un réveil à 10h, à 10h30, je pourrais être chez ma deuxième patiente. Parce que normalement, j'en fais une le matin à 8h45, je vais à la salle de sport et après, je vais chez 2 autres patientes entre 10h30 et midi. Et donc, je mets mon réveil à 10h, ça va mieux, mais je suis sortie d'un cosmos parce qu'en fait, j'avais fait genre une micro-sieste de 2 heures, plus mon sommeil peu réparateur. Donc pareil, j'ai envoyé un message à mes patientes en disant que je pouvais pas venir parce que j'étais en train de me remettre de ma migraine. Donc bon, j'ai pas travaillé mardi matin, j'ai dû rester à la maison pour dormir parce que je me suis dit je vais jamais assumer mon après-midi, sachant que mon mardi après-midi est quand même un peu sport. J'ai pas mal de patients atteints de troubles du spectre de l'autisme, donc il faut que je sois vachement dispo. Donc je me suis dit je préfère annuler mes 2 patientes là qui restent le matin et être vraiment dispo cet après-midi pour mes patients. Donc je me suis rendormie jusqu'à 11h30 midi. Je suis allée faire un tour à pied pour me rafraîchir l'esprit et je sais pas, enfin bref. En plus, je me suis pris la pluie, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, je suis partie au cabinet l'après-midi. J'ai eu un trou d'une demi-heure et pendant ce trou d'une demi-heure, mardi après-midi, j'ai enfin trouvé un rendez-vous chez un cardiologue et un rendez-vous chez un allergo. Donc, si vous vous souvenez un petit peu de mes objectifs, j'avais des objectifs santé. Et dans mes objectifs santé, est-ce que je vais retrouver... Voilà, il fallait que je fasse un check-up dentiste. Donc ça, je vais attendre un petit peu. Je pense que je vais le faire à la fin de l'année. Voir un allergologue. Donc ça y est, j'ai rendez-vous... Quand est-ce que j'ai rendez-vous? Bah, j'ai rendez-vous avant l'été pour les deux. Non, j'ai rendez-vous en avril pour l'allergo et le cardio, c'est en septembre. Donc allergo là avant l'été et cardiologue en septembre. Donc je suis contente, j'ai trouvé des rendez-vous. Alors c'est pas du tout proche de chez moi, il va falloir que que je monte vers Lille. Mais bon, de toute façon, pour trouver un rendez-vous cardiologue vers chez moi, j'ai appelé l'hôpital le plus proche de chez moi et elle m'avait dit que c'était au moins un an d'attente et qu'il fallait soumettre un dossier par mail et une fois que le dossier serait accepté, là, il y aurait un an d'attente. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver une autre solution et donc j'ai trouvé un cardiologue vers Lille. Voilà, on verra ce que ça donne.
Mercredi, j'ai reçu le numéro de février de l'orthophoniste et je suis dégoûtée parce que je voulais le prendre avec à la maison pour le feuilleter avant le podcast et j'ai pris le mauvais, j'ai pris celui de janvier. Je sais pas ce que j'ai fichu. J'ai pas pris le numéro de février et il y avait un article sur les plateformes en ligne, notre avis sur les plateformes en ligne, donc dans la revue de l'orthophoniste. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai lu cet article et en fait, il disait que les plateformes en ligne voyaient le jour par rapport aux attentes des mesurés et c'est un lien de cause à effet évident. Les plateformes en ligne n'existeraient pas s'il n'y avait pas de la tension en fait chez les orthophonistes pour l'attente et pour accéder aux soins. Mais ça, on en reparlera du coup dans le sujet de la semaine. Comme je vous ai dit, j'ai dédié tout un sujet là-dessus. Mercredi soir, j'ai pratiqué un peu de pole dance avec ma belle-sœur, c'était très bien. Jeudi, c'est mon jeudi d'homme. Donc jeudi toute la journée à domicile, ça s'est super bien passé, rien à signaler. Le jeudi soir, j'ai fait un visiotram de langage écrit. Donc on était beaucoup parce que à la suite du visiotram de langage oral que j'ai fait fin janvier, j'avais ouvert des places pour le visiotram de langage écrit parce qu'en fait, il y en a qui s'étaient inscrites au visiotram de langage oral sans avoir fait de visiotram de langage écrit. Donc j'étais assez étonnée parce que je m'étais dit, bon tiens, les gens passent directement par la version payante sans tester la version gratuite. Donc bon, j'étais un peu étonnée parce que je m'étais dit, tiens, c'est bizarre, les gens me font confiance directement. Et donc, il y en a beaucoup qui étaient intéressés par la version langage écrit. Donc, on était beaucoup jeudi 12 là, au visiotram de langage écrit. D'ailleurs, j'ai eu du mal à gérer le timing parce qu'on était beaucoup. J'ai pu tout dire, tout faire, mais à la fin, on a eu un peu moins de temps pour les questions. J'ai pas pu répondre à toutes les questions parce qu'au bout d'une heure, le visio se coupe sur Google Meet. Ça, c'est la loi de Google Meet qui est un petit peu injuste, mais elle est comme ça. Je pense que d'ailleurs, je vais basculer les visios sur Zoom maintenant que j'ai pris un abonnement. Mais voilà, donc visiotram de langage écrit, trop chouette. Les prochains visiotram, du coup, alors attendez que je vous dise. Visiotram de langage oral, j'ai remis une date, du coup. Je crois que c'est début mars. Je crois que c'est le 5 mars, si je ne m'abuse. Je vais vous dire ça tout de suite. Tac. Hop, voir. Voilà, la prochaine session de visiotram de langage oral, c'est le jeudi 5 mars à 19h30. Et donc, cette fois-ci, j'ai prévu 2 heures pour être sûre de vraiment rentrer dans les clous. Et je pense que je vais vraiment réduire la quantité de choses que je veux véhiculer dans ce visiotram parce que c'est pas forcément nécessaire d'avoir tout ça. Donc, prochaine session de visiotram le 5 mars 19h30 et c'est à 15 euros. La place est à 15 euros pour l'instant, sachant que sur les prochaines sessions, je vais peut-être augmenter. Je ne sais pas encore. C'est un vrai sujet pour moi parce que j'ai envie que ce soit accessible à tout le monde, mais en même temps, j'ai envie que ce soit rentable pour moi. Donc, pour l'instant, c'est à 15 euros. Ça va sûrement augmenter. Mais voilà, si vous voulez avoir la possibilité d'assister à un visiotram de langage oral pour un prix très bas, 15 euros, sachant que c'est tout à fait possible de passer ça en frais pro. Hein, ça reste une formation pour votre pratique. Donc, vous passez ça en frais pro, vous avez une facture automatique. Et la prochaine session de langage écrit, donc qui reste gratuite, ça restera gratuit, c'est sûr. Pour moi, c'est un produit d'appel, un produit qui montre que je suis disposée à vous fournir de la valeur gratuitement. Je suis pas non plus une marchande de tapis, je vais pas tout vous faire payer. Et puis les visiotams de langage écrit ont toujours été gratuits et c'est vraiment quelque chose que je souhaite garder. J'ai pas du tout envie de le passer en payant. Donc, prochaine session de langage écrit, 17 mars. C'est un mardi. Mardi 17 mars à 19h. Et donc là, c'est vraiment des plus petits groupes sur les visiotrams de langage écrit. Je tiens aussi à ce que ça reste des groupes plus intimistes. Donc, sur les visiotrams de langage écrit, on reste 20 personnes max. Alors que sur les visiotrams de langage oral, on sera à 50 personnes. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas les visiotrams, c'est des visios en groupe. Donc, langage écrit, on est 20 maximum. Langage oral, on est 50. Et pendant ce visio, je vous guide vers la construction d'une trame de compte-rendu de bilan. Donc, c'est spécial orthophoniste, efficace et rentable pour arrêter de passer des heures sur les comptes rendus de bilan. Donc, langage écrit, on co-construit la trame ensemble, en fait. On discute, c'est vraiment un temps d'échange, c'est pas vraiment une conférence, c'est vraiment un temps de co-construction. Et on fait les premiers pas ensemble vers une pratique rentable des bilans. Donc, je vous donne des tips sur Word, je vous donne des conseils, des astuces pour réduire le temps sur les bilans et notamment sur le bilan de langage écrit. Alors que la session de langage oral, là, on se tournera un peu plus vers une conférence parce que là, on fait vraiment
une mise à niveau sur les nouvelles appellations diagnostiques. On refait un petit peu un tour d'horizon sur la littérature scientifique actuelle par rapport au sujet du diagnostic du langage oral. On fait une étude de 3 trames de compte-rendu de bilan que j'ai élaboré moi-même. Donc, on fait une étude de ces trames-là pour les utiliser et ensuite, je vous les fournis pour que vous les réajustiez à votre sauce et que vous puissiez les utiliser dans votre pratique. Et là, donc pour la session de langage écrit, on fait des premiers pas vers une pratique rentable, alors que là, pour la session de langage oral, on va faire un premier pas vers un choix éclairé des épreuves pour un CRBO efficace et rentable. Donc là, ça va être sous forme de checklist au regard de la littérature scientifique, quelles épreuves il faut absolument faire passer pour avoir un diagnostic précis, tout en restant rentable et en ne tombant pas dans la checklist interminable et du coup des comptes rendus de bilan qui s'éternisent puisqu'on a fait passer beaucoup d'épreuves. Voilà, pour les visiotrames de langage oral. Donc, on en a fait un jeudi soir, c'était très très cool. Ça, c'est les visiotrames à venir. J'ai eu aussi des questions par rapport aux objectifs SMART parce que c'est quelque chose qu'on a abordé pendant le visiotrame de ce jeudi. Il y a quelques orthos qui ont du mal à mettre en place les objectifs SMART, ce que je comprends. Pourtant, c'est un super outil, mais c'est vraiment pas facile de s'y mettre. Moi, pour le coup, je suis pas parfaite du tout sur les objectifs SMART, mais par contre, j'utilise pas fondamentalement cette structure, mais par contre, j'utilise comment je veux dire ça? La vibe. Je sais pas comment expliquer ça, mais l'esprit. L'esprit des objectifs SMART sans forcément utiliser la structure très formelle. J'utilise l'esprit en me disant, il me faut des objectifs fondamentalement fonctionnels pour que mes prises en charge soient plus courtes. Et on va en reparler dans les sujets de la semaine. Ça fait l'objet de ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et en termes de visiotrame, tout comme cette année, j'aimerais lancer les visiotrames de cognition mathématique. Et alors là, vous allez me dire, mais tu te fous de notre gueule, tu nous as dit que tu n'aimais pas les visiotrames de cognition mathématique. Je sais, mais ma meilleure amie, qui est orthophoniste également, que j'ai rencontrée en études, adore la cognition maths. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu fais pas des visiotrames de cognition maths? Elle dit, moi, je te filme mes trucs, tu y vas, etc. Et je lui dis, mais je suis incapable de faire ça. Enfin, imagine, j'anime un visiotrame de cognition maths, les filles me posent des questions, et du coup, je suis incapable d'y répondre parce que je suis une bille là-dedans. Je dis, je peux pas faire ça, c'est pas possible. Déjà, quand en langage oral, je suis à l'aise et j'ai fait une crise d'angoisse parce que je me suis mise trop la pression. Mais là, pour un visiotrame de cognition maths, je pense que je meurs, littéralement. Je peux pas faire ça. Et donc, elle m'avait dit, mais si, étudie le sujet. Je lui dis, écoute, j'ai trop de boulot, là, pour l'instant, je peux pas. Je me concentre sur les visiotrames de langage oral, on verra plus tard. Et je lui avais glissé l'idée en disant, mais en fait, le plus simple, à la limite, ce serait que toi, tu les animes et qu'on ait un contrat qui nous lie et que je te rémunère, etc. Et elle m'avait dit, ah non, non, moi, je veux pas faire ça, je veux pas que tu me payes et tout. Je lui dis, bah, ok, mais moi, je peux pas te faire travailler sans que tu aies une rémunération. Enfin bref, on a eu toute une discussion autour de ça parce qu'elle, elle veut pas que je la paye et moi, je veux la payer. Et j'avais dit, de toute façon, c'est impossible. Moi, je peux pas animer des visiotrames de cognition maths, en tout cas pas en l'état actuel des choses, avec l'état actuel de mes connaissances, ce n'est pas possible. Je dis, en fait, le plus simple, ce serait que toi, tu les animes et que moi, je co-anime avec toi juste pour réguler et que on fasse un contrat. Enfin bref, on s'arrange, quoi. Et elle m'avait dit, non, non, moi, je veux pas, machin. Finalement, quelques jours plus tard, elle m'envoie un petit message pour me dire, j'ai bien réfléchi, finalement, je pense que c'est une bonne idée, je pense que ça va vraiment plaire à ta communauté qui est des visiotrames de cognition maths. Et d'ailleurs, ça m'est régulièrement demandé des trames de cognition maths. Et je pense que ces gens-là, ceux qui me demandent des trames de cognition maths, me connaissent pas si bien que ça, parce que s'ils me connaissaient, ils ne les demanderaient pas parce qu'ils savent que je déteste les cognitions maths, enfin la cognition maths, mais c'est pas grave. Au final, c'est plutôt une très bonne supposition parce que ça m'a permis de me mettre, de m'aligner avec ma meilleure pote pour qu'on lance, j'espère, avant 2027, les visiotrames de cognition maths. On va essayer de vous faire quelque chose d'aussi qualitatif que les visiotrames de langage oral, donc aligné avec la littérature scientifique, avec une étude de trame efficace et rentable, et toujours en visio. Et donc là, ce serait co-animé avec ma meilleure copine. Donc on verra. Je vous dis pas que c'est un projet qui verra le jour, mais c'est un projet qui est en cours et j'espère que ça verra le jour avant 2027. Peut-être que ça verra jamais le jour et dans ce cas-là, je m'excuse d'avance, mais je peux pas la forcer non plus à le faire. Donc voilà pour les visiotrames. Vendredi, j'ai rien fait de spécial. Honnêtement, j'ai beaucoup dormi. J'ai pris du temps pour moi. Et le soir, j'avais mes collègues filles. Je précise que j'ai aussi des collègues mecs, mais ils n'étaient pas dispo. Finalement, il y avait que les filles qui étaient dispo, qui sont venues
prendre un petit apéro à la maison. C'était super, on a passé une super chouette soirée, on a beaucoup, beaucoup discuté, on devait faire des jeux de société et finalement on a fait que de papoter toute la soirée jusqu'à minuit et demi. Mais c'était trop bien. Donc mes collègues sont venus prendre l'apéro, enfin même sont venus dîner à la maison, j'ai fait un apéritif dînatoire. Et ce week-end, donc hier samedi, je suis allée dans un coffee shop avec ma collègue orthophoniste. Hier soir, on est allé faire une petite soirée entre copains parce qu'on a un ami qui fêtait ses 30 ans. Donc on a fait une soirée entre copains, soirée jeu de société. J'adore parce qu'on a eu un nouveau jeu de société à notre crémaillère. C'est une très très bonne amie orthophoniste qui nous l'a offert, le jeu il s'appelle DJ 7. Et donc en fait c'est hyper sympa. Je sais que beaucoup d'orthophonistes m'écoutent et sûrement d'autres personnes, d'autres professionnels de santé qui aiment potentiellement les jeux de société parce que je sais que c'est quelque chose de très répandu dans les professionnels paramédicaux. DJ 7, c'est vraiment trop bien parce qu'en fait, c'est pas vraiment un blind test. En fait, il faut scanner un QR code avec un téléphone, une musique se lance et il faut donner une réponse en fonction d'un thème. Donc, par exemple, si le thème c'est animaux, il y a une musique qui se lance, pardon. Et si c'est par exemple la bande-annonce des Dents de la Mer, eh ben, il faut pas dire bande-annonce des Dents de la Mer ou le nom de la musique, il faut dire requin parce que le thème c'était animal. Donc en fait, à chaque fois, il faut, euh, il faut avoir assez de flexibilité mentale pour répondre un animal ou un lieu ou un membre de la famille ou un jour, etc. par rapport à une musique. Et je sais qu'il y avait aussi un thème, c'était des chiffres et des lettres. Et donc, par exemple, il y a toutes les femmes de ta vie qui se sont lancées. Et ben, du coup, la réponse, c'était les L5, parce que le groupe, c'est des chiffres et des lettres, c'est L5. Voilà, donc juste pour vous dire, j'ai adoré ce jeu, franchement, c'est trop marré, c'était super et je regrette pas du tout de l'avoir emmené, il était vraiment top. Donc si vous aimez les jeux comme ça, DJ 7, il est hyper bien. Et une fois chez une autre amie, on avait aussi joué à Hitster, Hitster. Et donc là, pareil, il fallait pas deviner la musique, mais il fallait essayer de mettre la carte de la musique sur une frise chronologique entre deux années. Donc par exemple, il fallait deviner l'année de sortie de la musique. Si sur votre frise, vous aviez déjà 1980 et 2010, et que là, vous entendez une chanson, et vous vous dites, ah, celle-là, elle doit être de 95, vous devez la mettre entre 1980 et 2010 par rapport aux années que vous avez déjà. Pareil, hyper sympa, pas un vrai blind test, mais quand même un petit peu de connaissance des musiques. J'ai trouvé ça vraiment top. Voilà pour la semaine que j'ai passée. Mais ça fait déjà 32 minutes que je parle. On va passer tout de suite au sujet de la semaine. Aujourd'hui, du coup, je voulais parler de la liste d'attente et de la tension dans le métier d'orthophoniste. Ça va nous prendre un gros morceau. Juste avant, je voulais vous parler de la newsletter que j'ai reçue de la FNO. Donc, la newsletter qui s'appelle Mais que fait la FNO QFLF, que fait la FNO. Il y a un membre de la FNO qui a eu rendez-vous avec le Premier ministre cette semaine, ou récemment en tout cas, si on a reçu la newsletter, c'est que c'est assez récent. Et ils ont discuté de l'augmentation du nombre d'étudiants dans les centres de formation et aussi de l'ouverture d'un centre de formation à La Réunion. Donc je trouve ça génial. Moi, quand j'étais en Martinique, il y a eu l'ouverture du centre de formation en Guadeloupe, il me semble, ou alors c'était un an avant, quelque chose comme ça. En tout cas, quand j'ai vécu en Martinique, l'ouverture du centre de formation en Guadeloupe était très récent et je trouve ça top parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des départements d'outre-mer qui sont obligés de quitter leur département et de venir en métropole pour faire leurs études d'orthophonie ou même dans d'autres domaines. Hein. J'imagine qu'il y a d'autres domaines aussi pour lesquels les ultramarins sont obligés de venir en France métropolitaine pour faire leurs études. Et du coup, je trouve ça vraiment génial qu'il y ait des CF qui s'ouvrent un petit peu dans d'autres départements, notamment dans les départements d'outre-mer. Donc, ouverture d'un CF à La Réunion, je trouve ça super chouette. J'espère que ça se fera et vite parce qu'on a besoin de nouveaux orthophonistes sur le territoire, que ce soit sur le territoire métropolitain ou sur les territoires ultramarins. Donc, c'est vraiment bien. Et discussion sur l'augmentation du nombre d'étudiants dans les CF, pour moi, c'est crucial aussi. Et ça a un gros lien avec le sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, notamment la liste d'attente et le fait que le métier soit en tension. Je vais juste boire un petit coup avant de passer à ça et on y va. Ok, bon, on va y aller. C'est un gros morceau, je sais pas combien de temps je vais blablater là-dessus, on verra bien. Les listes d'attente et la tension sur le métier d'orthophoniste, en tout cas la tension surtout sur les patients qui ont besoin de soins orthophoniques.
c'est pas un mythe, hein, on le sait très bien. D'ailleurs, la vidéo que j'ai faite cette semaine à ce sujet le reflète parfaitement. Le nombre de parents qui se plaignent des délais d'attente, c'est infernal. Ça, c'est infernal. C'est pas que le fait que les patients se plaignent qui est infernal. Ce qui est infernal, c'est qu'ils doivent attendre des années avant d'avoir une prise en charge. Et on a d'ailleurs eu cette discussion avec une maman dans les commentaires ou en MP, je sais plus. Et elle me disait, bah moi j'ai inscrit mon fils en liste d'attente à 2 ans et demi, 3 ans parce qu'il ne parlait pas. Ça fait 1 an et demi que j'attends, on m'a toujours pas rappelé. Et en fait, 1 an et demi dans la vie d'un enfant qui a moins de 4 ans, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Il peut se passer tellement de choses dans son développement qu'on loupe, qu'on pourrait prendre au vol et puis essayer de limiter un petit peu la casse. Parce qu'un enfant, on le rappelle, un enfant de 2 ans et demi, 3 ans qui ne parle pas, ce n'est pas normal. Je vais peut-être me faire taper sur les doigts parce que je sais que certaines orthos en parlent sur les réseaux, notamment Madame Articulation, Florine, Mathilde de Parole d'Ortho. Elles en parlent sur TikTok, elles se font lyncher par certains parents. Moi, j'ai pas peur de leur dire, un enfant qui ne parle pas à 2 ans et demi, 3 ans, ce n'est pas normal. Il faut consulter. Et bref, voilà, il n'y a pas de il va à son rythme, machin. Non, à 2 ans et demi, 3 ans, c'est pas normal. L'enfant doit parler, il doit dire des mots, il doit commencer à faire des phrases. Donc voilà. Et en fait, un enfant qu'on inscrit à 2 ans et demi, 3 ans parce qu'on se dit, bon, allez, il est quand même tard, quoi, il parle toujours pas. Et un enfant qui doit attendre 1 an et demi, 2 ans avant d'être appelé, qui a 5 ans. Donc le gamin, quand on finit par le rappeler, il a 5 ans, alors que la maman ou le papa a fait la demande quand il avait 2 ans et demi, 3 ans. On marche sur la tête. On marche sur la tête parce que c'est des enfants qui doivent être pris tout de suite. Et le développement d'un enfant, c'est exponentiel, on le sait très bien. Si on le prend pas tout de suite, il y a tellement de choses qui se jouent à ce moment-là, mais on est aussi confronté, nous, à la réalité du terrain. On peut pas pousser les murs. Alors moi, si je voulais, je peux bosser de 7h à 20h, 5-6 jours par semaine, aucun problème, j'aurai de la demande et notre liste d'attente, elle sera pas plus légère. Mais nous aussi, il faut qu'on soit face à la réalité du terrain. On ne peut pas faire ces horaires-là. On ne peut pas parce on a un pourcentage de travail caché qui n'est pas face aux patients, qu'il va falloir qu'on assume. On ne peut pas augmenter notre temps de consultation sans augmenter ce temps de travail seul. Enfin, je veux dire, moi, si je fais 7h, 20h, 6 jours par semaine, je le fais quand mon travail sans patient? Le dimanche? Ah, j'ai plus de vie. Plus de vie de couple, plus de vie de famille, plus d'amis, plus de sport, plus rien. Non, enfin, je veux dire, moi, je peux pas arrêter d'être une humaine juste parce que le système est en déclin. Et d'ailleurs, sur la vidéo, du coup, que j'ai postée lundi, là, que je vous ai dit qu'il avait super bien marché, il y a une pédopsychiatre. Je crois que c'est une pédopsychiatre qui a commenté ma vidéo. J'ai eu du mal à cerner le ton, mais elle disait en gros qu'elle pouvait pas nous pleurer, qu'elle allait pas nous pleurer, qu'elle allait pas nous plaindre, parce que la plupart des orthophonistes font le choix du libéral, et que si le métier est tellement en tension, et s'il y a tellement d'attentes, en fait c'est de notre faute. On n'a qu'à venir bosser en structure pour le bien des patients, et arrêter de penser à notre gueule, en gros de voir l'aspect pécunier de la chose, parce que on va pas se mentir, on le sait toutes, et ceux qui ne sont pas orthophonistes et qui m'écoutent aujourd'hui, je vous le dis, la rémunération en salariat, c'est du foutage de gueule. C'est vraiment du foutage de gueule. Je vous mens pas. Et vous savez que moi, j'ai aucun tabou avec l'argent. Je dis ma rémunération sur les réseaux, etc. Je n'aurais jamais cette rémunération si je bossais en salariat. Je pense pour presque le même nombre d'heures de travail. Peut-être un peu moins parce qu'il y aurait des vacances, il y aurait plus de vacances. Là, je prends pas énormément de vacances, mais c'est du délire, c'est du délire. Moi, quand je suis rentrée de Martinique, je vais vous le dire de façon assez honnête, j'en ai peut-être déjà parlé. Encore une fois, je m'excuse si je radote. Quand je suis rentrée de Martinique, j'ai postulé dans un CAMS parce que j'aime beaucoup le contact avec les très jeunes enfants, développement du langage oral, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Donc, j'avais postulé dans un CAMS proche de là où on voulait emménager. Et ils m'ont proposé, que je vous dise pas de bêtises, ils m'ont proposé 2000 €, je crois. 2000 € par mois. Et encore, dans les 2000, il y avait la prime Ségur, donc qui comptait pas pour la retraite ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était ridicule. C'était ridicule parce que moi, j'avais déjà bossé 1 an en libéral. J'avais bien vu que je pouvais me dégager des salaires à 3000, 3500 avant impôt.
je précise. Toutes les rémunérations d'ailleurs que je communique sur Instagram, ce sont avant impôt et je ne communique pas mes impôts. Je reçois souvent la question, je ne communique pas mes impôts parce que je paye mes impôts avec mon chéri et du coup, c'est pas du tout représentatif. Et d'ailleurs, les impôts dépendent énormément de votre situation, donc je vous déconseille de demander combien les gens payent d'impôts parce que d'un foyer à l'autre, vous n'aurez pas du tout les mêmes choses. Vous pouvez gagner la même chose que votre collègue dans le village d'à côté. Si son mari, il travaille à Paris, dans les grands bureaux, qui gagne 8 000, 9 000 euros par mois, elle ne paiera pas les mêmes impôts que vous parce que votre mari, il est kiné ou il a le même taf que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est débile de demander les impôts des gens. Mais bon, ça c'est pareil, c'est un parti pris. C'est pas que je veux pas communiquer mes impôts pour gatekeeper l'info. Je fais genre la meuf sans tabou, mais en même temps je dis pas mes impôts parce qu'en fait je veux juste pas faire peur aux gens ou pas leur donner une idée de ce que eux ils vont payer aux impôts, alors qu'en fait c'est pas du tout la réalité puisque moi j'ai un conjoint et on a des crédits d'impôts parce qu'on a une aide ménagère, machin. Enfin, on fait des dons, en fait on fait plein de, c'est pas du montage financier, mais on fait quelques optimisations fiscales. Mon conjoint, il gagne pas forcément la même chose que moi. Enfin, je veux dire, c'est ridicule de vous donner combien je paye d'impôts pour que vous fassiez une idée, alors que ça n'aura rien à voir avec ce que vous allez payer d'impôts. Bref, voilà, donc le salaire en salariat, c'est catastrophique. Et donc, cette pédopsychiatre, on en était là, à chaque fois je m'éparpille, je suis vraiment navrée, cette pédopsychiatre nous dit que elle pourra pas nous plaindre et pas nous pleurer, parce qu'en fait, on a fait le choix de venir en libéral, et que on se plaint après qu'il y ait des entre guillemets cas complexes qui viennent pour des soins de ville, donc des soins en libéral, et qu'on communique pas avec les structures. Sauf que euh, cette dame, je comprends un peu ce qu'elle veut dire, mais moi, et donc elle nous reprochait un petit peu d'avoir que l'envie de bien gagner sa vie. Bah, moi, je me cache pas. J'ai fait 5 ans, j'ai même fait 6 ans d'études avec ma prépa. Je me cache pas que j'ai envie de bien gagner ma vie, j'ai envie de payer ma maison, j'ai envie de payer ma voiture, j'ai envie de mettre de l'argent de côté, j'ai envie d'avoir un enfant et de pouvoir assumer mes dépenses. Voilà, enfin, je veux dire, je pense que j'ai pas des goûts de luxe, hein. Parce que c'est pareil, il y a un autre gars qui commente sous ma vidéo oh là là, zut, je peux pas aller dans mes résidences secondaires cet été, ma Tesla est rayée, mes loups-boutins sont un peu abîmés. Enfin, comme si les orthos avaient ce genre de niveau de vie. Ah oui, 95% des orthos ont ce niveau de vie, c'est ça que je lui ai répondu, c'est connu. N'importe quoi, enfin, la plupart des orthos ont un rythme de vie normal. Je vais pas dire modeste parce que ce serait très grossier de ma part, mais on n'a pas des niveaux de vie. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans la tranche d'imposition à 45% si je peux me permettre. Donc à un moment donné, il faut redescendre. Il faut vraiment redescendre. Penser qu'on fait ça juste pour le fric alors qu'on veut juste être bien payé pour ce qu'on fait parce qu'on a fait 5 ans d'études, je pense que c'est pas la mer à boire. Donc cette pédopsychiatre, en gros, elle nous clash parce qu'on a choisi de se mettre en libéral pour l'argent. Alors qu'on choisit pas forcément le libéral pour l'argent, on choisit le libéral pour d'autres raisons, notamment la liberté de choisir ses horaires, la liberté de choisir ses vacances, pas avoir de patron, parce que moi, je déteste avoir un patron, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui me donne des ordres, donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi le libéral. Je ne supporte pas la hiérarchie, ça c'est vraiment un gros problème, et j'en suis consciente. Quand j'étais étudiante et que j'avais un patron, j'avais pas le choix, de toute façon c'était un job étudiant. Je me mordais les doigts et je m'embrouillais avec mes patrons. Moi je suis une peste, hein. Enfin je suis une peste. J'aime pas qu'on me marche dessus en fait. J'aime pas qu'on fasse du zèle. Et j'ai certains patrons, et ça fera peut-être l'objet de prochains podcasts si ça vous intéresse, j'ai certains patrons qui faisaient vraiment du zèle, qui, qui appuyaient leur place de chef et qui voulaient absolument faire valoir leur droit d'être chef et de te faire comprendre que t'es une petite merde parce que t'as 19 ans et que t'es assez trousse et que t'es à sa merci. Et ça, c'est vraiment un truc que je ne supporte pas. Je supporte pas ces comportements-là. En fait, de faire de l'excès de zèle juste parce que tu as un peu de responsabilité et du coup faire passer les gens pour des merdes, ça vraiment, ça me dégoûte au plus possible. Je m'éloigne encore une fois du sujet. Et donc je lui ai répondu que je comprenais son point de vue parce que je suis quand même, j'ai quand même assez de recul pour comprendre son point de vue, mais en même temps, moi je peux pas accepter un salaire proche du SMIC après avoir fait 6 ans d'études. Je suis navrée, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Il y a des orthos qui acceptent ça. Et voilà, chacun son truc. Chacun son truc. Mais je peux pas accepter ça. Et donc je lui ai répondu que oui, pour l'aspect pécunier, je comprends. Et
et moi je suis de cet avis-là, mais qu'il fallait quand même pas oublier que nous, on nous envoie des gamins qui viennent du CMP, on nous menace de suspendre les remboursements, et après on nous dit, ah bah vous prenez plus les gamins du CMP, franchement vous êtes hyper égoïste. Bah, en fait je viens de vous dire que je voulais être bien payée. Donc en fait, j'ai pas envie de faire du bénévolat. Au-delà d'être moins payé, etc., il y a une différence entre être pas très bien payé pour son taf et ne pas être payé du tout. Donc bah oui, désolée, mais moi j'ai viré les patients qui étaient suivis en CMP parce que je voulais pas qu'on me demande des indus ou qu'on arrête de me rembourser et donc faire du bénévolat. J'accepte pas. Et donc, en fait, elle nous en voulait, cette dame-là, ce que je peux comprendre, parce qu'en fait, je pense qu'elle nous en veut pas à nous. Elle l'exprime comme ça, mais en réalité, elle nous en veut pas à nous, elle en veut au système. Et c'est ça que je lui ai répondu. Je lui ai dit, en fait, il faut pas en vouloir aux orthophonistes, il faut en vouloir au système qui refuse d'augmenter les salaires dans les structures et qui, du coup, nous pousse vers le libéral. Parce qu'en réalité, on est poussé vers le libéral. Moi, en réalité, si j'étais payée la même chose en structure et que je pouvais avoir un poste en CAMS, etc., bah peut-être que j'y serais allée au CAMS. Peut-être que j'y serais allée. Si j'ai fait une candidature, c'est que je le voulais. Et donc, ces gens-là ne comprennent pas, en fait, qu'on a fait des études et qu'on voudrait être bien payé et que, du coup, on se retrouve avec des cas complexes. Bref. Cette histoire de liste d'attente et de délai d'attente très long en orthophonie, je pense qu'on peut le voir sous plusieurs angles et en voir plusieurs responsables. Il y a plusieurs responsables à ça. Je pense que c'est pas juste le système, même si le système en est grandement responsable de cette tension sur le territoire. Je pense que ce n'est pas les seuls responsables, mais on va en discuter. Tout est à prendre avec du recul. Déjà, au niveau de la liste d'attente et des délais d'attente, je pense qu'il y a certaines demandes qui sont abusives, mais ça, je pense que c'est dans tous les corps du métier médical ou paramédical. Il y a toujours aux urgences celui qui y va pour faire une radio alors qu'il pourrait très bien faire sa radio en ville et il dit bah si je vais aux urgences, au moins j'ai ma radio plus vite. C'est complètement débile. Et nous, on a parfois certaines demandes abusives, notamment de la part des professeurs. Honnêtement, les professeurs, je vous adore. La plupart des professeurs avec qui je travaille, ça se passe très bien. La plupart des professeurs avec qui je discute, on a les mêmes valeurs et la même façon de voir les choses. Mais je suis désolée, il y a certains professeurs qui abusent, qui envoient à la moindre difficulté. Alors, je peux comprendre, ils sont inquiets, ils préfèrent prendre leurs précautions, etc. Mais il y a des fois, c'est trop. Et il y a même certains professeurs, moi, je me suis déjà pas embrouillée avec la prof, mais retrouvé le cul entre deux chaises parce que les parents, ils sont gênés. Un gamin que j'ai suivi pendant plusieurs semaines pour un petit retard de langage oral qu'on a réussi à super bien résorber avec les séances de rééducation et l'accompagnement parental. Du coup, j'ai proposé de suspendre le suivi parce qu'en réalité, il était quasi à la norme. Il y avait encore quelques petites difficultés, mais on revenait de tellement loin que je m'étais dit, il reste quasiment rien, je peux le laisser tranquille, le petit père. Il va faire son petit bonhomme de chemin avec ses parents qui sont top, qui sont hyper à l'écoute et qui sont vraiment derrière. Je m'étais dit, je vais libérer une place, le laisser un petit peu vaquer dans sa vie et puis faire son petit bonhomme de chemin. Et la maîtresse a chopé la maman en disant que il fallait pas arrêter l'orthophonie, que c'était n'importe quoi, que il n'avait pas du tout rattrapé son niveau. Donc en fait, ça c'est carrément une remise en cause de mon expertise et de ma façon de travailler, alors que elle n'est pas au cabinet avec moi, qu'elle sait pas ce qu'on a fait. Enfin, et je trouve que c'est un réel manque de confiance envers les professionnels et aussi une parole dégradante envers ce qu'on fait. Et je trouve ça honteux parce que on est censé travailler main dans la main. Moi, j'ai jamais dégradé ce que les profs font. Et elle se permet de dire qu'en gros, c'est n'importe quoi ce que je fais. Donc ça m'agace. Et donc, je trouve qu'on a parfois quelques demandes abusives des professeurs et parfois une pression mise sur les parents, comme pour avec cette famille-là. Du coup, la maman, elle revient vers moi en me disant, bah, la maîtresse, elle a dit qu'on n'aurait pas dû arrêter. Bah, de quel droit déjà elle se permet de dire ça? Et en plus, elle met la pression aux parents qui, eux, essayent de faire de leur mieux. Et moi, je leur dis, bah non, faut arrêter. Et de l'autre côté, la maîtresse qui dit, non, faut pas arrêter. Donc ces parents-là, ils sont un peu le cul entre deux chaises. Donc certaines demandes abusives, je trouve, des professeurs et de la MDPH. Et de la MDPH, parce que moi, j'ai été confrontée à ce cas-là. Un dossier MDPH n'est pas accepté s'il n'y a pas de bilan ortho. Donc ça, à la limite, bon, on a commencé à s'y faire. Mais n'est pas accepté non plus s'il n'y a pas de suivi en cours. Et ça, franchement, je trouve ça honteux, mais honteux, d'obliger
un suivi orthophonique pour un dossier MDPH. Et si vous avez les arguments pour contrer ce que je viens de dire, donnez-les-moi en commentaire sur Spotify ou envoyez-moi un message sur Insta, mais je comprends pas le délire. En quel honneur on peut forcer un suivi orthophonique pour accepter un dossier MDPH pour des aménagements à l'école? Là, vraiment, ça m'échappe. Ça m'échappe parce que moi, des bilans pour des dossiers MDPH, j'en ai fait. Des gamins qui sont en 4e, qui n'ont pas envie de venir me voir, qui traînent des pieds rien que pour venir au bilan, j'ai pas envie de me les taper en suivi juste pour qu'ils aient leur dossier MDPH. En fait, faut pas déconner. Et en fait, avec ces gamins-là, même si on les prend en suivi pour que le dossier MDPH y suive, notre suivi va servir à rien, il va servir juste à ce qu'il ait son dossier MDPH. Et donc, ça fait une place en moins pour des gens qui attendent depuis super longtemps en liste d'attente. Je suis désolée, c'est la vérité. Moi, les patients ados qui n'ont pas envie de venir, je ne me les coltine pas. J'ai d'autres chats à fouetter. J'ai vraiment d'autres chats à fouetter. Donc, je me suis des fois retrouvée à faire des bilans pour les dossiers MDPH. Le dossier y passe, bam, refusé parce que pas de suivi orthophonique en cours, parce que dans la conclusion, j'ai mis qu'on faisait pas de suivi. Donc maintenant, dans la conclusion, je mets plus rien. Je mets que je recommande une prise en charge et que le suivi sera mis en place une fois qu'au niveau organisationnel, on arrive à trouver des cohérences dans nos plannings. En fait, des fois, ces gamins-là, je les vois jamais. Et donc, en fait, si tu as le malheur dans ton bilan de mettre que tu feras pas de suivi parce que X ou Y, et ben ton dossier MDPH, il passe pas pour le gamin. Donc ça, franchement, je trouve ça vraiment abusif. Abusif. Donc ça, c'est la première raison que j'ai dégagée pour l'attention, les demandes abusives et de faire des suivis totalement inadaptés pour des gamins juste pour que leur dossier MDPH il soit accepté. J'accepte pas. Ensuite, ça va être, je trouve, le numerus clausus, et ça, je pense que c'est quand même une évidence, le numerus clausus dans les écoles. J'ai fait un petit peu mes recherches. Il y a environ entre 900 et 1000 orthos qui sont diplômés chaque année. Enfin, un peu moins, parce qu'il y a entre 900 et 1000 places, mais il y a entre 800 et 900 diplômés par an. Donc, par exemple, en 2024, il y a eu 874 diplômés par rapport à ce qu'on a pu voir dans les articles. Il y a toujours entre 775 et 900 diplômés chaque année. Et il y a entre 300 et 500 départs à la retraite par an. Mais il y a aussi un pourcentage de cessation d'activité qui concerne des raisons non précisées. Et d'ailleurs, en 2022, il y a 23,4% des cessations d'activité d'orthophonistes qui ont été classées comme départ à la retraite. Et d'autres, donc 23,4%, c'est les départs à la retraite. Et une grosse part des cessations sont non motivées. 23% de départ à la retraite. Ça veut dire qu'il reste 66%, et je fais une marge assez large, 66%, on ne connaît pas la raison. Et j'avais vu un autre chiffre aussi, il faudrait que je le revoie, c'est que, voilà, c'est ça. Certains rapports signalent que jusqu'à moins 60... excusez-moi. Certains rapports signalent que jusqu'à 60% des cessations en orthophonie en 2021 concernaient des personnes de moins de 40 ans. En 2021, 60% des gens qui arrêtaient l'orthophonie avaient moins de 40 ans. C'est affolant. C'est affolant parce que c'est pas du tout des gens en âge de partir à la retraite. Donc c'est vraiment dingue. Franchement, c'est vraiment, vraiment dingue. Et c'est une grosse menace pour le renouvellement des orthophonistes parce que on a beau avoir des orthophonistes qui rentrent, on a des orthophonistes qui partent en retraite, et ça, c'est tout à fait naturel. Mais on a aussi beaucoup d'orthophonistes qui abandonnent la profession et qui, du coup, laissent un vide qui ne sera pas comblé. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'on a autant d'orthophonistes, quasiment autant d'orthophonistes qui partent que d'orthophonistes qui rentrent. À mon avis, c'est positif, il y a un peu plus d'orthophonistes qui rentrent que d'orthophonistes qui partent chaque année. Mais pour moi, le rendement n'est pas assez conséquent pour absorber toutes les demandes qu'on peut avoir. Donc ça, c'est un vrai problème. Et par rapport au numerus clausus, il y a un gros point noir qui empêche l'augmentation franche des numerus clausus, c'est qu'il manque de terrain de stage et de superviseurs. En fait, il y a peu d'orthophonistes qui acceptent de prendre les étudiants en stage. Et sans superviseur et sans terrain de stage, on ne peut pas former correctement les étudiants. Donc, forcément, on ne peut pas augmenter franchement les numerus clausus, parce que sinon, on n'aura pas de terrain de stage et du coup, les étudiants ne pourront pas être correctement formés. On va reparler aussi d'une autre raison qui met le métier en tension, c'est l'inattractivité des postes en salariat. Je vous le disais tout à l'heure.
les postes en salariat ne sont pas attractifs pour les orthophonistes, donc elles se redirigent vers les soins de ville, s'installent en libéral. Finalement, elles reçoivent des cas complexes qui nécessiteraient d'être suivis en structure, mais on se retrouve avec ces cas-là en libéral. C'est des gamins du coup qu'on garde pendant longtemps, par exemple des enfants. Moi j'adore, hein, enfin j'adore. J'en ai un petit peu, j'en ai un notamment, un patient autiste non verbal. En réalité, il ne devrait pas être suivi par moi, il devrait être suivi par une structure avec un suivi pluridisciplinaire, avec un travail d'équipe, avec un exercice coordonné. Malheureusement, il se retrouve chez moi parce que les structures sont malheureusement surbookées. Enfin, il y a un problème au niveau systémique aussi avec les structures. Et donc, nous, on garde ces patients-là, on ne peut pas les lâcher comme des patients classiques qui peuvent revenir à la norme, comme le gamin dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mon petit patient autiste non verbal, je vais le garder longtemps parce qu'on ne peut pas s'arrêter. Enfin, il faut que je le garde, il faut que je maintienne le suivi pour essayer de mettre en place une communication. On progresse. Ce gamin-là, il a fait des progrès. La première fois qu'il est venu au cabinet, il m'a tout retourné, il me regardait même pas. Maintenant, ça va faire 1 an et demi que je le suis. Il rentre, il sait qu'il faut enlever son manteau, il s'assoit à table, on fait une activité pendant 15 minutes. Et ça, c'est un progrès énorme pour un patient autiste. Mais je peux pas le lâcher juste parce que maintenant, il s'assoit à table et qu'il fait une activité. C'est pas possible. C'est un travail de longue haleine avec ce genre de patient. Et donc, forcément, on arrive avec des patients complexes qu'on est obligé de garder longtemps. Et donc, c'est des places qui ne se renouvellent pas, malheureusement. Moi, là, je sais que la place de ce petit patient autiste, elle va pas se renouveler tout de suite. Elle va peut-être même jamais se renouveler. Peut-être que je vais le garder pendant 10 ans parce que ce gamin-là, il y aura probablement toujours besoin. Il y aura probablement toujours besoin. Donc ça, c'est un peu compliqué. 4e point que je voulais aborder avec vous, c'est l'intérêt encore marqué pour les suivis longs inadaptés. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous l'avez sûrement vu comme moi en stage, des patients en langage écrit qui ont 15 ans et qui sont suivis depuis leurs 7 ans pour des problèmes de langage écrit. J'ai jamais compris. Honnêtement, j'ai jamais compris. Ça m'a toujours laissé très perplexe. Et moi, quand j'étais en études, je suis diplômée depuis 2023. On a commencé à nous parler des suivis courts à la fac, etc. Et ça rentrait beaucoup plus dans ce que je voulais faire parce que j'ai assez rapidement fait le lien déjà en études entre la liste d'attente interminable et les suivis longs inadaptés. Pour moi, un patient en langage écrit qui reste 7-8 ans chez l'ortho, c'est n'importe quoi. Enfin, encore une fois, on marche sur la tête. Encore une fois, c'est mon avis. Il y a sûrement des orthophonistes qui m'écoutent et qui ont des patients en langage écrit qu'elles suivent depuis 4, 5, 6, 7 ans. Je vous jette pas la pierre, mais il faut aussi qu'on porte notre responsabilité dans l'attention du métier. Ces patients-là n'ont pas besoin d'un suivi de 7-8 ans, surtout si les aménagements ont été mis en place à l'école. Je suis pas parfaite. Je vais pas vous dire qu'il faut faire comme moi, mais moi, j'essaye le plus possible de faire des suivis courts. Donc, au bout de 50 séances, la plupart du temps, on s'arrête, ou 100 maximum. Et encore 100, c'est pour les patients qui ont un diagnostic de TDL. Et parfois, je vais pas au bout des 100, j'en fais que 50. Et donc, au bout des 50, je fais en sorte qu'il y ait le PAP qui ait été mis en place avec les aménagements adaptés. Alors, c'est pas moi qui vais le mettre en place, mais je vais vraiment pousser la famille à faire les démarches au niveau de l'école. Je vais me présenter aux équipes éducatives si c'est possible pour faire en sorte que les aménagements soient mis en place. Une fois que les aménagements sont mis en place, qui sont bons et que l'enfant est autonome à l'école, le suivi s'arrête. On a travaillé des choses en séance. Je dis pas que je fais du travail comme à l'école. Je fais pas du soutien scolaire. C'est pas du tout ça. On travaille des notions, on fait du travail orthophonique, mais à un moment donné, la dyslexie, donc le trouble spécifique, il est là. On pourra jamais le corriger. C'est des enfants qui, globalement, pour la plupart, ne recolleront jamais à la norme. Ils auront toujours du retard. Ils auront toujours du retard parce qu'ils ont une déviance dans leur développement qui fait que, ils seront jamais à la norme, ils auront toujours des difficultés en lecture et ou en écriture. Donc on travaille les choses, on s'améliore. Moi, ces gamins-là, je les suis pendant 50 séances, on a amélioré la fluidité de lecture, on a amélioré la compréhension en lecture, on a amélioré un petit peu l'orthographe dérivationnelle, on a fait de la morpho, on a fait plein de choses. C'est amélioré, c'est toujours pas parfait, mais c'est mieux. Et avec les aménagements, ça se passe bien à l'école. Quel est l'intérêt que je continue de le suivre? Qu'on travaille l'orthographe lexicale, qu'on travaille encore la fluidité de lecture, qu'on essaie d'aller plus vite? Pourquoi pas? Mais est-ce que ça a vraiment un intérêt? Moi, mon gamin, là, quand je le lâche, il est autonome en lecture. Peut-être qu'il lit pas très vite, mais il a un niveau de lecture complètement écologique et il comprend tout ce qu'il lit.
et il a son tiers-temps. Donc finalement, à l'école, il a le temps de lire et de comprendre, ça se passe super bien. Aucun intérêt de continuer de le suivre. Aucun. Donc c'est des gamins avec qui on arrête. Et du coup, j'essaye vraiment de ne pas avoir de suivi long inadapté. Alors après, c'est hyper confort, hein. Moi, j'ai certains patients, je les ai lâchés, ça m'a fait mal au cœur parce que quand ils viennent, c'est super cool, on s'entend vachement bien, on fait les exercices, ça se passe bien, ils sont motivés. Ouais, c'est confortable pour moi, mais en attendant, ma liste d'attente, elle baisse pas et la tension sur le secteur, elle reste la même. Donc, je dis pas que c'est à nous de porter toute la responsabilité, mais je pense qu'on a notre jeu à jouer. On a notre jeu à jouer là-dedans. En 5e point, j'ai marqué les bilans de prévention et d'accompagnement encore trop boudés. Alors, même moi, pour le coup, même moi, je boude un peu les bilans de prévention et d'accompagnement parce que j'ai du mal à, à les mettre en place, à me dire comment je vais faire pour les mettre en place, faire un bilan et après lâcher, entre guillemets, les patients. C'est un truc avec lequel j'ai un peu du mal. Je pense qu'il faut que je me familiarise avec l'idée. Et Marie Dufour, donc sur Instagram, je crois que c'est Marie Orthophoniste, a parlé des bilans de prévention et d'accompagnement. Elle a fait des super ressources que j'ai un petit peu checkées, mais je pense que je suis pas encore prête à sauter le pas des bilans de prévention et d'accompagnement. Et je pense que Estelle va en parler aussi. J'ai vu dans une de ses stories elle avait passé l'info. Donc Estelle, c'est ero.orthophonie sur Instagram également. Elle m'a dit qu'elle allait parler des bilans de prévention et... Enfin, elle m'a pas dit à moi, elle l'a dit en story, il me semble, qu'elle allait parler des bilans de prévention et d'accompagnement. Donc j'attends un petit peu ces contenus-là pour essayer d'en savoir plus et pourquoi pas m'y mettre. Pourquoi pas m'y mettre, mais peut-être que les bilans de prévention sont encore un peu trop boudés et ils pourraient peut-être éponger les demandes abusives ou les demandes pour se rassurer. Certains patients, moi j'en ai, hein, des parents qui viennent, l'enfant, enfin j'en ai pas beaucoup, hein, mais ça m'est déjà arrivé d'en avoir, des parents qui viennent, le gamin a 3 fois rien ou rien du tout, il retourne à l'école, 6 mois après, la maîtresse a dit bah, il faut refaire un bilan hein, parce qu'il y a 6 mois il n'y avait rien, mais là je suis sûre qu'il y a quelque chose, machin. Les parents reviennent, il y a toujours rien. Donc est-ce que les bilans de prévention seraient pas adaptés à ce moment-là? Je sais pas. Je sais pas. Mais ça pourrait peut-être éponger un peu les demandes abusives, je pense. Et donc du coup, reparler des plateformes en ligne. Mon dernier point, c'est le 6e. Les plateformes en ligne, elles existent parce qu'il y a de la tension dans le métier. Ça, c'est inévitable. C'est inévitable. Il y a de la demande. De toute façon, c'est ça, hein, dans la loi du commerce, c'est l'offre et la demande. Alors, j'ai pas fait beaucoup de SES au lycée parce que j'étais en bac techno, mais je me souviens en seconde, un des trucs qui m'avait marqué en SES, c'est le principe de l'offre et de la demande. Plus il y a de demande, plus les offres vont sortir. De toute façon, il n'y a pas d'offre sans demande. Si vous faites une offre, mais que personne n'a besoin de votre offre, elle va pas marcher. Et là, il y a de la demande. Les parents sont en détresse. Les parents ont besoin d'aide. Les parents ont besoin d'être rassurés. Les parents ont peur pour leurs enfants. Vous faites une offre alléchante en disant vous n'avez pas de rendez-vous chez l'orthophoniste, prenez rendez-vous chez nous, en 1 heure vous avez un diagnostic, par contre vous allez payer 350 balles. Les parents, malheureusement, les parents qui ont les moyens, ils vont le faire. Ils vont le faire parce qu'ils ont besoin de réponses. Donc au niveau éthique, ça soulève forcément des questions. Ça soulève des questions, même en termes de valeur d'accès aux soins pour tous. Ça soulève des questions parce que ces offres-là ne sont pas remboursées par la sécurité sociale ni par les mutuelles, mais ça apporte des réponses aux parents. C'est malheureux d'en arriver là, mais le métier est tellement en tension, on est tellement sur un désert médical pour certains que bah ouais, les parents ils se tournent vers ça et on peut pas leur en vouloir parce que moi si j'avais un enfant et qu'il y avait un problème et que je voulais être rassurée, bah ouais, peut-être que je les lâcherais les 350 balles pour avoir ma réponse. Je vais pas mentir. Quand tu as les moyens et que tu peux le faire, tu le fais. Mais encore une fois, ça questionne les gens qui n'ont pas les moyens. Du coup, eux, pour le coup, ils doivent attendre 3-4 ans, malheureusement. Ça, c'est du marketing, du coup. Enfin, on est en train de lier soins et marketing. En fait, c'est ça, je pense, qui pose problème. Et le gros problème aussi, c'est qu'il peut y avoir des dérives, c'est qu'il peut y avoir ce genre de plateforme proposée par des personnes qui ne sont pas qualifiées en la matière, qui n'ont pas de diplôme, pas de certification, et donc qui vont jouer sur le malheur des parents et sur leur détresse pour vendre et pour se faire du fric, hein, on va parler crûment, mais pour se faire du fric, alors qu'ils n'ont pas les qualifications. Et moi, j'ai déjà vu des amis qui m'ont montré des bilans qui sont faits par certaines plateformes. Ça fait peur, hein. Ça fait peur. C'est des trucs, ça n'a ni queue ni tête, c'est des bilans qui sont faits en visio, donc il y a des épreuves qui sont impossibles à faire en visio. Il y a 3 tableaux, on pose un diagnostic avec 2 épreuves.
Enfin, c'est marcher sur la tête. Alors moi, je prône le compte rendu de bilan efficace et rentable, mais à un moment donné, il faut pas se foutre de la gueule des gens, surtout quand ils payent 400 balles. Donc, et c'est des gens qui sont même pas ortho, enfin, c'est du grand n'importe quoi. Donc, il y avait un article là à ce sujet, comme je vous le disais, dans le numéro de l'orthophoniste de février, hyper intéressant à lire. Je comprends la démarche de ceux qui font les plateformes parce que bah, quand il y a de la demande, il y a de l'offre, mais ça questionne des valeurs et ça questionne l'éthique. Ça, c'est indéniable. Et ben écoutez, voilà pour aujourd'hui. Du coup, ça fait une petite heure que je parle là, je pense que je vais m'arrêter. Je suis désolée pour les questions, j'ai vraiment complètement zappé. Heu, J'espère que ça vous dérange pas. J'essaierai d'y penser la semaine prochaine quand même parce que là j'abuse. Du coup, je vous parle juste de ce qui va se passer la semaine prochaine et puis après je vous laisse tranquille. Semaine prochaine, mercredi soir, je serai en live sur Instagram et peut-être sur TikTok. Je sais pas si on pourra faire les 2, mais sur Instagram, c'est sûr, avec Victoria. Donc le nom de son compte Insta, c'est Ortho Enrodage, O-R-T-H-O, Enrodage, donc E-N-R-O-D-A-G-E. J'ai eu un peu de mal à faire l'épellation, là, le motus. Donc avec Ortho Enrodage, pour parler de l'équilibre et de la frontière entre le pro et le perso. Et vendredi 20, je pars à Rennes. Je vais voir ma très bonne copine, dont je vous parlais tout à l'heure, ma meilleure amie. Je vais la voir à Rennes parce qu'elle va bientôt déménager. Donc voilà, je vais faire un petit week-end de tranquillou. Donc on part avec mon chéri et on va chez elle. Et la semaine suivante, je serai en vacances. Donc ce sera le week-end de vacances, départ à Rennes. Et après, ce sera les congés. Donc je vais voir si je peux vous faire un épisode de podcast. Il sortira sûrement pas dimanche. Du coup, la semaine prochaine, il sortira peut-être lundi. Parce qu'au dimanche, on va rentrer à genre 21h de Rennes. Donc je pense que je vous ferai le podcast lundi. Et on verra comment le publier parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai la main que sur Spotify. Donc sur Spotify, quand je poste un épisode, il est publié directement. Par contre, sur les autres plateformes, ça rafraîchit une fois par semaine. Et donc Deezer, je sais que ça rafraîchit le mardi. Et par contre, Apple Podcast, je ne sais pas quand est-ce que ça rafraîchit et YouTube non plus. Donc vu que je vais poster le lundi, j'espère que ça va pas tout décaler. On verra bien. Je vous tiendrai au courant. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse semaine numéro 8 de 2026. J'espère que vous avez passé un merveilleux week-end de Saint-Valentin. Je vous fais des gros bisous. Je suis toujours disponible sur Instagram si vous avez des questions ou si vous voulez m'envoyer un petit message, rebondir sur un sujet que j'ai abordé aujourd'hui, me donner votre avis. J'adore ce genre de discussion, donc n'hésitez pas. Et je vous dis à la semaine prochaine.